Voilà, là on devrait m'entendre. Ça y est, super. Bah c'était pas trop mal comme début ça. Bon, c'est pas encore parfait. Ça change un petit peu. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai encore un peu de mal à bien manipuler le changement de scène, hein. Bon, pourtant je me suis entraîné, mais faut croire que ça n'a pas suffi. Voilà, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien pour ce live aujourd'hui. Donc du 14 février, Saint-Valentin. Voilà, jour de Saint-Valentin. Bah ouais, on a fait des manips, hein, on a essayé d'upgrader un petit peu les choses, comme vous avez pu le constater. Voilà, on a amélioré le générique. Enfin, on a construit un générique déjà, c'est même plus qu'amélioré, c'est on a construit. Et quand je dis on, c'est j'ai finalement, j'ai tout seul. Parce que bon, ça n'a pas été évident. Je pourrais éventuellement discuter plus tard du côté mathématique qui se cache derrière les différentes choses qui sont montrées dans cette introduction. Il y a des chances que cette intro change dans les prochains streams parce que j'aimerais bien essayer de soit incorporer de nouveaux objets mathématiques qui peuvent être sympas, soit éventuellement d'avoir différentes variantes de l'introduction, ça peut être aussi sympa. Ça m'a demandé pas mal de temps, mine de rien, et de l'utilisation de GeoGebra. Hein, voilà, pour vous déjà vous divulguer une partie de secret, GeoGebra a été mon ami pour la mise en place de cette introduction. Donc voilà, je suis assez content de ce que ça donne. Mais maintenant, il faut que j'arrive à gérer la transition. Ça, c'est pas encore ça, mais j'ose espérer que ça viendra. J'ose espérer que ça viendra au fur et à mesure. Bien, aujourd'hui, nouveau numéro de Parlons Maths, donc. Et je vais vous parler des nombres de Catalan. Donc voilà pourquoi l'intitulé c'est Bienvenue à Catalan. Alors Catalan, justement, cette façon de nommer les nombres, enfin le phénomène des nombres de Catalan, on va dire, c'est pas de moi, c'est pas mon invention. C'est l'invention de Nathan Williams, un chercheur aux États-Unis. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est basé. Et pourtant, je devrais avoir honte, hein, ça a été un de mes collaborateurs, hein, donc je devrais avoir honte. Si je dis pas de conneries, il est dans le Texas, mais je suis pas sûr. Enfin bref, il a en fait écrit un papier justement parlant de phénomènes liés au nombre de Catalans qui s'appelait Catalande. Voilà. Donc c'est de lui cette dénomination concernant justement les phénomènes des nombres de Catalans. Donc ouais, aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, voilà. Alors, je vais faire un changement de scène. Attention, attention, attention les yeux. Waouh! Voilà, incroyable, hein. C'est pas si sorcier que ça finalement, hein, OBS. C'est pas si sorcier que ça. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, la tablette est déjà prête à vous accueillir. Et donc, bah voilà, on va parler des nombres de Catalan. Alors les nombres de Catalan, bah, ce sont les nombres que vous voyez ici. Alors bien sûr, je ne les ai pas tous écrits, hein, mais je les ai écrits jusqu'à un certain rang. Et c'est une suite, mais alors d'une importance capitale pour n'importe quel combinatoricien. Elle apparaît dans énormément de domaines mathématiques. En fait, comment dire, c'est très surprenant. Il y a plein de choses à raconter par rapport à Catalan. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de tous les raconter. Je vais essayer de vous... Donc en tout cas, mon objectif aujourd'hui, ça sera de vous donner différentes familles d'objets qui me semblent assez rigolos et assez importants, qui sont numérotés, qui sont comptés plutôt, par des nombres de Catalan. Donc j'aimerais peut-être commencer par ça et m'amuser à vous proposer des bijections entre ces objets. À la fin de tout ça, je vais vous montrer comment on peut obtenir une expression explicite des nombres de Catalan. Et c'est la façon qu'a été utilisée de manière historique. Vraiment, c'est ce qu'il y a, pour ainsi dire, pour vous divulgacher légèrement ce qui va se produire, mais ça vous permettra de voir le type d'avancée qu'il a fallu amener pour pouvoir obtenir l'expression explicite de cette suite. Il a fallu utiliser les séries. Donc il a fallu utiliser les séries entières pour pouvoir obtenir une expression explicite des nombres de Catalan.
Et ça peut paraître surprenant parce que jusqu'alors, en fait, on n'avait pas utilisé encore des séries pour énumérer les objets. On n'avait pas encore utilisé ce genre d'outil. Et donc, bah, justement, Catalan est un des premiers exemples, une des premières suites qui, n'a, qui a résisté longtemps à l'obtention d'une expression explicite et qui, bah, un jour, grâce à justement l'outillage des séries entières, euh, a pu obtenir enfin son expression explicite. Bon voilà, donc vous voyez sous vos yeux donc les premiers termes de la suite. Je vous mets au défi de deviner quel est le prochain terme de la suite, puisque bon, je sais que ça c'est le genre de jeu que n'importe quel élève ou étudiant assez jeune aime bien faire à partir d'un ensemble de suites, essayer de deviner le terme suivant. Alors, bah, pour le terme suivant, c'est beaucoup, beaucoup moins simple que vous pouvez penser. Alors, je crois que c'est dans les 16 000 quelque chose. Je vais même d'ailleurs checker. Comme ça, je vais vous permettre de trouver quel est le nombre qu'il fallait mettre. Je pourrais même m'amuser peut-être à faire un quiz, parce que j'ai vu, petit aparté avant de vraiment rentrer dans les maths, j'ai vu une nouvelle option proposée sur YouTube, peut-être juste proposée à certains YouTubeurs, mais j'ai vu une option proposant des quiz, de mettre des quiz carrément en plein milieu de la vidéo et de permettre aux gens de répondre à ces quiz. Donc bah là, ça peut être genre un premier quiz à poser, donc justement déterminer le terme suivant de la suite. On verra bien, peut-être je testerai. Mais bon, si vous avez deviné, c'est que soit vous connaissez déjà le sujet, soit bah, vous êtes peut-être très très fort pour deviner quelle pourrait être l'expression de cette suite, parce que bah, clairement, c'est pas évident du tout. Donc voilà, le terme suivant, c'est 16 796. Petit aparté, qui aussi me paraît importante à souligner. Il existe une encyclopédie qui, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre live ou même peut-être dans d'autres vidéos, mais une encyclopédie dans laquelle sont, euh, comment dire, enregistrés, on va dire ça comme ça, sont enregistrés euh, quasiment n'importe quelle suite connue que vous connaissez vous-même. Il y a moyen donc de toutes les retrouver et ça s'appelle OEIS, donc Online Encyclopedia of Integer Sequences. C'est ça que ça signifie, OEIS. Et donc, bah, si vous tapez oes.org, vous pouvez vous amuser justement, vous allez tomber sur une interface vous proposant peut-être un exemple de suite, et un exemple de suite généralement connu. Et puis si vous tapez sur la barre de recherche, et ben, ça va vous donner tous les objets qui sont énumérés par ces nombres. Donc si vous donnez une suite de nombres, ça va vous donner la possibilité peut-être de compléter cette suite, et vous dira à quels autres types d'objets ça peut être lié, les nombres que vous avez. Ou, autre possibilité, vous pouvez très bien écrire le nom d'une suite et ça va vous référer directement à la suite correspondante. Donc si vous tapez Catalan dans la barre, eh bien, vous allez retrouver la suite de Catalan. Et également tous les objets qui sont énumérés par Catalan. Alors il y en a énormément. Donc pour revenir au sujet catalan, il y en a énormément, il y en a beaucoup qui sont aussi donnés dans un bouquin de Stanley, donc Richard Stanley. Énumératif Combinatorix, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier tome. Énumérative Combinatorix. Donc il me semble que c'est le premier tome, à vérifier, il y a 2 tomes. Donc je vais quand même mettre le deuxième aussi. Donc ouais, ce bouquin, c'est aussi un bouquin essentiel de la combinatoire. Et dans ce bouquin-là, il énumère un très grand nombre de familles. Je ne sais plus si c'est la centaine, mais on n'est quand même pas très loin de la centaine d'objets qui sont énumérés par Catalan. Donc pour vous dire, vraiment, et encore, c'est pas exhaustif, quoi. On n'a pas toutes les suites, enfin, on n'a pas tous les objets qui sont énumérés par Catalan, en tout cas. Après, on pourrait s'amuser toujours à en construire d'autres, mais en tout cas, il y a un très grand nombre d'objets qui sont comptés par Catalan. Bon, alors rentrons vraiment dans le vif du sujet et commençons par une première famille d'objets qui sont comptés par les Catalans. Et je vous propose de parler des triangulations. Triangulation des polygones. Alors, je vais préciser polygone convexe parce que on ne veut peut-être pas convexe.
On ne va peut-être pas rentrer dans des subtilités plus élevées. Alors, qu'est-ce que j'entends par triangulation de polygones convexes? Si vous avez déjà vu, peut-être j'en ai déjà parlé, je crois, dans la vidéo où je parle d'algèbre amassée, mais je vais rappeler donc la définition, ça va être la même définition. Étant donné un polygone, vous considérez une triangulation comme étant un découpage par des diagonales de ce polygone, de votre polygone en des triangles, tout simplement. Donc c'est un découpage. Hop, c'est un découpage via des diagonales. Donc, via des diagonales du polygone en triangle. Donc on va faire des exemples, hein, bien entendu. Alors je préciserai bien sûr en quoi, enfin où est-ce que Catalan apparaît dans cette affaire, mais vous allez le voir très vite de toute façon. Alors oui, je vois que j'ai un petit bug d'affichage, je vais corriger ça tout de suite, comme d'habitude. Je vais tenter de corriger ça. Très bien, tac, et je reviens. Voilà, parfait. Alors, des exemples, hein, si je commence avec des polygones à trois côtés. Hop, je n'ai pas lancé l'écriture, donc évidemment ça ne va pas. Tac. Donc si je commence avec des polygones à trois côtés, donc tac. Encore une fois, j'ai oublié de mettre le crayon. Voilà. Bon, c'est d'ores et déjà une triangulation d'un polygone à trois côtés. Ok. Donc ça veut dire que le nombre de triangulations qu'on peut faire dans un triangle, il n'y en a qu'un seul. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, on se retrouve juste avec une possibilité pour le triangle. Si maintenant je regarde le carré ou le rectangle, peu importe. Bon, pour le carré, il se trouve que je vais en avoir deux. Copier, coller. Je vais en avoir deux. Les deux triangulations que je peux obtenir sont les suivantes. Alors attention, vous constaterez un truc, c'est que si je prends la première triangulation, je pourrais la superposer sur la deuxième en tournant le polygone. Alors c'est là où je vais préciser un tout petit peu le fond de ma pensée. Ici, mes polygones vont avoir des sommets étiquetés. Donc je vais étiqueter les sommets de 1 à 6. Enfin de 1 à n, je pense déjà à 6. Donc de 1 à 3 ici, et ici de 1 à 4. Et là, en mettant les étiquettes, vous constaterez que les deux triangulations que j'ai dessinées sont bien distinctes. Donc c'est vrai que oui, il y a quand même un petit peu de nuance ici. La triangulation que je suis en train de regarder, c'est une triangulation sur un polygone étiqueté. Et donc, ou labellé, ou on dit étiqueté, labellé, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre marqué, avec un côté marqué, souvent ça peut se dire comme ça, le côté marqué étant 1, 2. Bref, si je m'amuse à faire la même chose avec un pentagone maintenant. Bon, si vous avez retenu les premiers nombres de la suite, vous aurez normalement compris qu'on devrait se retrouver avec 5 triangulations. Eh bien, je vous laisse vous amuser à essayer de dessiner ces 5 triangulations. Je pense que vous pouvez deviner lesquelles cela peut bien être. Voilà, là j'ai fait les 5 polygones, encore une fois, enfin les 5 pentagones, encore une fois, je dois normalement numéroter les sommets, donc je vais me permettre de juste marquer une diagonale. Alors peut-être pour la marquer, je vais peut-être utiliser le surligneur, ça sera beaucoup mieux. Donc je vais marquer juste un côté de mes pentagones, ça reviendra à la même chose que de étiqueter les sommets de mon pentagone. Et donc maintenant, si je devais commencer à dessiner les triangulations, eh bien on va avoir par exemple celle-là. On va avoir, alors réfléchissons un peu, que je ne fasse pas de bêtises. Donc on va avoir celle, je crois qu'il faut juste changer le sommet si je ne dis pas de bêtises. Donc on va avoir celle-là, on va avoir celle-là, celle-là. Oui, celle-là, elle n'était pas encore dessinée. Celle-là, et enfin celle-là.
Donc voilà les 5 triangulations du pentagone que vous pourriez obtenir. Encore une fois, si votre pentagone convexe était symétrique totalement, on pourrait, si on oubliait l'étiquette, remarquer que toutes les triangulations que j'ai dessinées pourraient être la même. Mais j'insiste sur le fait que là, on a marqué le côté, ou ce qui revient à la même chose que de numéroter les sommets de mon polygone, et donc toutes ces triangulations que je viens de dessiner sont considérées comme distinctes. Un autre truc un peu rigolo, c'est que l'opération que vous constatez ici, je vais quand même le dire parce que c'est important, ça peut avoir son importance, ça n'a pas son importance par rapport à Catalan, mais ça peut avoir son importance si vous voulez étudier ces objets. L'opération que vous voyez ici, qui permet de changer une diagonale en une autre, ça s'appelle un flip. Et il se trouve que vous pouvez lier toutes les triangulations par des suites de flips. Alors si je ne fais pas trop de bêtises, vous pouvez obtenir celui-ci. De cette triangulation, si vous flippez par rapport à cette diagonale, vous trouvez celle-ci. Donc flipper par rapport à une diagonale, c'est vous enlevez la diagonale, vous vous retrouvez avec un quadrilatère, et de ce quadrilatère, vous allez prendre l'autre diagonale. Puisque vous aviez 2 diagonales dans ce quadrilatère, vous prenez l'autre diagonale à la place. Et vous vous retrouvez avec une nouvelle triangulation, pardon. Je mélange les mots avec les matrices, tout va bien. Donc, on a ça. Alors maintenant, si j'essaie de réfléchir à quel flip je pourrais faire pour avoir... alors, je ne vais pas refaire le flip sur la même diagonale, parce que sinon, je ne retrouve pas le même truc. Donc là, si je fais un flip, je crois que je retrouve celui-là. Donc si je fais un flip sur cette diagonale, je vais me retrouver avec cette diagonale. Ça marche. Ensuite, si je veux avoir celui-là, par exemple, voyons, je peux faire un flip comme ça, je pense, par cette diagonale. Et si je m'amuse, donc je ne vais pas refaire le flip sur la même diagonale. C'est un petit exercice, hein, mine de rien. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises, ça va bien. Après, je peux avoir celle-là en flippant par rapport à cette diagonale. Mais si je flippe par rapport à cette diagonale, qu'est-ce que je peux avoir? Bon, là, j'ai déjà atteint tout le monde, a priori. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir celle du dessus. Ouais, donc du coup, je reviens sur celle du dessus. Très bien. Et ici, si je flippe, j'obtiens celle du bas, je pense. Un truc comme ça. Et toutes les flèches se lisent dans les deux sens. Donc normalement, je dois avoir tous les polygones, ouais, c'est ça, tous les polygones qui ont en effet au plus 2 arêtes. Enfin, ouais, il y a 2 arêtes adjacentes à chacun des polygones. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à construire toutes les triangulations d'un polygone à partir d'une triangulation que vous auriez trouvée, plus vous ajoutez à cela tous les flips que vous pouvez faire à partir de cette triangulation. Et vraiment, quand je dis flip, c'est aussi toutes les suites de flips. Tous les flips, c'est-à-dire prenez toutes les diagonales et faites les flips, et et faites vraiment des suites de flips, donc c'est-à-dire vous faites un flip d'un côté, flip de l'autre, etc. Changez la diagonale et vous allez avoir en effet toutes les triangulations possibles. Petite note quand même, si vous vous amusez à faire la même chose pour un hexagone, il y a des triangulations qui sont un peu moins évidentes à trouver. Et une qui n'est pas triviale à trouver, juste pour la dessiner. Tac. C'est celle avec un triangle au centre. Voilà. Donc ça a déjà un premier exemple un peu moins naturel, si je puis dire. Voilà un exemple de triangulation d'hexagone. Hop. Qui a une particularité ici, c'est qu'on a un triangle interne. Donc un triangle qui est complètement à l'intérieur Ah, je vois que j'ai un petit bug d'affichage à nouveau. Voilà, c'est bon. On a un triangle qui est complètement à l'intérieur, si je puis dire, de mon polygone. C'est-à-dire tous ces côtés sont des diagonales de mon polygone. Bon, très bien. Alors voilà, ça c'est un premier objet qui est compté par Catalan. La question, ça va être d'essayer de le prouver, bien sûr, que c'est compté par Catalan. Et on va le voir, comment ça va marcher. Et la preuve va passer à travers... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... si vous voulez, vous pouvez prendre ça comme une définition. Et l'objectif, ça sera de toute façon de prouver, de déterminer l'expression explicite des nombres de Catalan aujourd'hui.
Ok, donc ça c'est les triangulations. Il y a d'autres objets, alors je vais prendre une autre famille d'objets qui me semble importante, c'est les arbres binaires. Pour continuer avec des objets peut-être dont vous avez déjà entendu parler. Alors les arbres binaires, je vais regarder d'ailleurs vite fait le chat si deux fois il y a quelques messages qui traînent. A priori pour l'instant non. Alors les arbres binaires comment on le définit? On définit de manière récurrente en disant on part d'une racine. Alors soit on n'a rien, donc on peut très bien avoir un arbre vide, soit on part d'un nœud et on a pour ce nœud que deux fils. Un fils qu'on va appeler fils gauche et un fils qu'on va appeler fils droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un F. D. F tout simplement parce que F suit G dans l'alphabet, c'est peut-être tout simplement pour ça. Donc on a deux fils. Et ces deux fils doivent être eux-mêmes des arbres binaires. Voilà la seule chose que l'on demande, c'est que ces deux fils-là soient aussi des arbres binaires. Donc voilà la définition itérative d'arbres binaires. Et maintenant, qu'en est-il si on commençait à compter des arbres binaires avec un certain nombre de nœuds? Donc si le nombre de nœuds est égal à 0, donc si c'est égal à 0, là on n'a que l'arbre vide, donc on n'a qu'un seul arbre binaire qui satisfait à cette propriété. Ensuite, si je regarde avec un seul nœud, là il n'y a qu'un seul arbre binaire aussi qui satisfait à la condition. Si je regarde ensuite des arbres à deux sommets, là on a deux choix, soit on a un arbre binaire comme ça où on a un élément avec un fils gauche et pas de fils droit, ou alors, il peut avoir un fils droit et pas de fils gauche. Alors des fois, ça peut arriver pour des questions d'esthétique ou aussi pour bien signifier qu'il n'y a pas de fils de l'autre côté. On peut parfois faire une petite décoration donc, de ce style-là, sans mettre de points en fait. On fait juste des traits sans mettre de points. Ou alors des fois on met juste un truc comme ça avec des tirets, mais bon, je pense que je peux mettre sans mettre des points. Ça marche très bien. Donc on a ça, tac, on a ça aussi. Voilà. Alors si on commence à regarder pour trois sommets, qu'est-ce qu'on peut avoir pour trois sommets? Pour trois sommets, on peut avoir un arbre où on a deux fois des fils gauche. On peut avoir un arbre où on a un fils gauche, un fils droit pour le nœud, le premier nœud, et après plus rien derrière. On peut aussi avoir, alors je réfléchis, j'en ai loupé, j'en ai loupé un, donc je vais le rattraper. Hop. On peut aussi avoir, à partir du nœud, un fils gauche, mais le fils gauche a un fils droit. Donc on peut très bien avoir ça. Donc c'est celui-là que j'avais oublié. On a ça. Ensuite on a la même chose, donc fils droit puis fils gauche. Et on peut ensuite avoir fils droit, fils droit. Et ça me donne à nouveau 5 possibilités, exactement comme pour les triangulations d'un pentagone. Alors, truc un peu rigolo sur lequel vous pourriez commencer à réfléchir, c'est est-ce que vous seriez capable de construire une bijection entre ces deux familles d'objets? Ça, c'est quand même assez rigolo, puisque oui, là, on a l'impression d'avoir deux familles d'objets qui sont comptés par la même chose. Et maintenant, la question, c'est est-ce que, par hasard, ils sont vraiment comptés par la même chose? Et pour le démontrer, une façon de le démontrer, c'est de construire une bijection entre les objets. Alors, je vais vous montrer comment cette bijection va fonctionner. Et cette bijection, elle est assez jolie. Donc, je vais hop. Je vais le faire sur un exemple assez gros. Donc, je vais faire peut-être un octogone. Alors non, je ne vous invite pas à faire un combat, hein, bien sûr. Un octogone tout de suite. Alors, déjà, il faut avoir un bon visuel de ce qu'est un octogone. Hop, hop, hop. Bon, il sera sera pas parfait, mon octogone. Hein. Tac. Et tac. Voilà. Alors, oui, bien sûr, il faut que je marque un des côtés. C'est important. Et donc, maintenant, je vais dessiner une triangulation. Donc, triangulation, je ne sais pas, faisons une triangulation pas trop évidente non plus. Donc, je vais faire ça. Ça. Disons ça. Ça.
Et j'ai envie de faire ça. Et puis peut-être, alors, faut pas que ça soit de la même acabit, donc je vais peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Bien, alors maintenant, comment va marcher la bijection? Comment est-ce que je pourrais construire un arbre binaire, à partir de, à partir de ce dessin? Eh bien, en fait, pour construire mon arbre, vous pourrez constater qu'il y a toujours un nœud qui est, pour ainsi dire, la racine de l'arbre. Ce nœud, c'est toujours le premier point à dessiner dans mon arbre. Ok. Eh bien, ce nœud, je vais l'associer directement au triangle qui a le côté marqué. Donc, je vais avoir un nœud, je vais le dessiner en bleu, mon arbre. Donc, j'ai un nœud qui est ma racine. Donc, je vais préciser que ce sont donc des arbres binaires enracinés. Encore une fois, hein, bon, si je n'avais pas décidé enraciné, de toute façon, ma définition était correcte, puisque je vous ai dit qu'il y avait bien une distinction entre gauche et droite. Donc le fait qu'il y ait une distinction gauche et droite, c'est aussi lié au fait d'avoir une racine. Donc j'ai ma racine, et pour chacun des triangles, je vais associer un point. Alors certains pourront penser un petit peu à une question de dualité, et ils auraient totalement raison. En effet, c'est une question de dualité entre justement les arbres que je pourrais avoir, quoi. Donc, enfin, comment dire? C'est une question de dualité par rapport à mon polygone. Donc, quand je dis dualité, c'est qu'on change une face par un point. Donc là, ici, c'est un triangle par un point. Les arêtes, qui sont des arêtes adjacentes je vais y arriver, des arêtes adjacentes à deux triangles, et bien ça va correspondre justement à avoir des relations entre les différents nœuds. Donc là, justement, je vais avoir des points comme cela. Tac. Je vais avoir des liens entre les différents points. Donc je dessine un lien entre les différents points à chaque fois que les faces, donc les deux triangles que j'ai, sont adjacents, donc ont en commun une diagonale. Et puis, maintenant, il va falloir décider d'une convention, et la convention pour avoir fils gauche, fils droit, pourrait être la suivante. Si j'ai un sommet ici, que j'ai atteint à partir des sommets marqués, donc on peut considérer alors d'une certaine manière que ce côté-là est marqué, je peux décider dans cette configuration avec une lecture, parce que là vous remarquerez que je vais utiliser le fait que l'espace est orientable, donc il faut que j'utilise une orientation ici. Là l'orientation je vais la considérer counterclockwise, donc anti-horaire. Et donc ce que je vais dire c'est que le fils gauche c'est le côté qui se trouvera tout de suite après le côté marqué au sens anti-horaire. Donc je vais avoir ici, je vais considérer que c'est mon fils gauche, et ici on va considérer que c'est mon fils droit. Donc je considère cette convention, et en ayant cette convention, du coup je vais me retrouver avec ça. Je peux compléter, si j'ai pas de triangle, je peux compléter directement avec ce genre de dessin, et en fait les fils gauche et droite seront vides. Je me retrouve avec ça, ça, et ici ça. Et donc, si je voulais redessiner maintenant l'arbre associé à cette triangulation, eh bien l'arbre que je vais obtenir, ça va être le suivant. Donc en espérant ne pas faire de bêtises, là j'ai gauche, là j'ai droite. Et droite, il n'y a rien d'ailleurs, donc non, je ne le dessine pas. Ensuite, là j'ai deux fils, donc je peux dessiner les deux, il n'y a pas de problème. Donc lui c'est mon fils droit. Ici, ça c'est gauche, ça c'est droite. Donc du coup, pour le fils droit, je dois avoir un droite et un gauche, et pas de gauche, donc il y a un fils droit ici. J'essaie de ne pas trop me perdre, et après j'ai fini. Et de l'autre côté, j'ai un fils gauche. Ce fils gauche, il a un fils droit. Ok, donc il a un fils droit, attention. Le fils gauche a un fils droit, et normalement on est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc voilà l'arbre binaire que je peux associer à mon polygone, donc à la triangulation que j'ai choisie de mon polygone. Et n'importe quelle triangulation est associée à une telle
un tel graphe. Donc on peut faire aussi le sens inverse, je pense que vous pouvez comprendre comment ça va marcher. Dessinez votre graphe à l'intérieur du polygone avec le côté enraciné du côté du triangle et ensuite dessinez les côtés au fur et à mesure à partir de sommets enracinés. Voilà comment ça marche. Hop. Bien. Donc voilà, là on a donc deux objets qui sont énumérés par la même famille de nombres. J'aimerais vous donner un troisième objet. Et après vous avoir donné ce troisième objet, eh bien on pourra se poser la question de l'expression explicite des nombres de Catalan. La troisième famille d'objets, et je vais peut-être même en donner une quatrième, mais la quatrième je ne donnerai pas de lien, c'est juste pour vous dire qu'il en existe encore plein d'autres. Le suivant que j'aimerais vous donner, c'est les chemins de Dick. On a déjà eu l'occasion de parler des chemins de Dick. Hop. Donc de Dick. Alors on a déjà eu l'occasion de parler de chemin de Dick, c'était lors d'un exo de colle qui était lié à un sujet concours d'ailleurs, parce qu'il y avait un sujet concours qui parlait des partitions d'entiers. Et il y avait une question de déterminer une fonction génératrice pour les fonctions d'entiers. Et dans cet exercice, je parlais de méthode symbolique. Et pour illustrer cette méthode symbolique, eh bien, j'avais fait l'exemple du chemin de Dick. Voilà. Et il se trouve que justement, cette méthode symbolique, c'est celle qu'on va employer aujourd'hui pour redémontrer l'expression explicite des nombres de Catalan. Donc, chemin de Dick. Qu'est-ce qu'un chemin de Dick? Eh bien, la définition est assez simple. Vous placez dans un quadrillage. Donc, je vais mettre un repère. Tac. Et puis, on va dessiner un quadrillage. En tout cas, tenter de dessiner un quadrillage. Tac. Assez haut quand même, j'en ai besoin. Et là, tac, 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 tac. Alors que je réfléchisse, parce qu'il ne faut pas que je... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va mettre 8, ça sera pas mal. Donc ça va être un chemin sur un tel quadrillage. Donc ça va être un chemin, je vais le mettre en rouge. Ça va être un chemin qui va partir du point 0, 0 et qui doit arriver au point 2n0 avec les règles suivantes. Vous n'avez le droit qu'à deux types de pas, des pas qui montent comme ceci. Alors je vais peut-être le dessiner ici. Vous avez le droit à des pas qui montent ici comme ça, selon le quadrillage. Donc je vais compléter un tout petit peu mon quadrillage pour mettre les pas. Et vous avez le droit également à un pas descendant. Tac. Comme celui-là que je viens de dessiner. Je vois que le pas montant n'a pas été très bien représenté. Je vais me permettre de... Hop. Voilà, comme ça on le voit bien. Vous avez le droit donc que à des pas montants de type 1, 1, des pas descendants du type 1, moins 1. Et une autre contrainte, c'est de ne jamais passer en dessous de l'axe des abscisses. Donc alors si je commence à dessiner un exemple ici avec, je crois que ici c'est n égale 4, si je ne dis pas de bêtises. Alors n égale 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc si je fais un exemple avec n égale 4, je vais avoir, par exemple, je pourrais en avoir d'autres, hein, mais voilà un exemple. Tac, 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 tac. Et c'est là où je vois, est-ce que j'ai planté? Ah, j'ai peut-être planté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, je n'ai pas planté, non, c'est bon, c'est parfait. J'ai cru que j'avais planté sur le nombre de carrés. Mais non, j'ai pas planté. Voilà. Donc voilà un exemple de chemin de Dick que vous pouvez construire qui va de 0, 0 vers 2n0. Bon voilà. Alors si on essayait de donner des exemples, alors vous pourrez constater qu'on ne pouvait pas s'arrêter à K0 avec K impair parce que vous remarquerez que les pas montants-descendants, il faut qu'ils se compensent l'un l'autre. Donc comme il faut que ça se compense, il faut qu'il y ait autant de pas montants que de pas descendants, et donc il faut qu'il y ait un nombre pair de pas. Voilà, donc tout simplement, vous ne pouvez pas vous arrêter à K0, ça je pense que c'est assez clair.
Maintenant que je l'ai dit, ça. Alors maintenant, si je m'amuse à faire des chemins, tous les chemins de digue possibles pour n égale 1, alors vous pouvez commencer avec n égale 0 si vous voulez. N égale 1, n égale 2, n égale 3, et je vais m'arrêter à 3, ça sera déjà amplement suffisant. Donc si je fais n égale 0, bah, vous avez le chemin trivial, et ça c'est considéré comme un chemin de digue, bien sûr. Hop. Pour n égale 1, bah, vous n'avez qu'un seul chemin possible. Vous allez avoir l'obligation de monter un cran, puis ensuite de descendre. Pas le choix. Donc voilà, ça c'est pour n égale 1. Pour n égale 2, alors là pour n égale 2, vous avez deux choix. Soit vous pouvez monter, descendre, ou alors monter, monter, descendre, descendre. Voilà, donc vous avez deux possibilités pour n égale 2. Et pour n égale 3, alors vous avez, commençons par le plus petit, donc vous avez celui-là. Tac. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Et alors 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de réfléchir. Normalement, je devrais en avoir 5. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, je vois lequel il manque. Donc il y a celui-là. Et après, il y a le chemin droit. Donc celui qui monte tout le temps et qui descend ensuite. 2, 3. Ce serait bien de bien le dessiner quand même. 2, 3, 4, 5. Non, bah non, pas 5, je suis bête. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ouf. Donc voilà, vous avez en effet à nouveau euh, des chemins de digue qui apparaissent. Très bien. Et les nombres de Catalan qui apparaissent. C'est surtout ça que je voulais vous faire constater. Vous avez en effet, encore une fois, 1, 1, 2, 5 qui apparaît. Et maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cet ensemble d'objets est lié quelque part aux autres objets que nous avons vus précédemment? Et la réponse est oui. Alors, peut-être essayons de compléter cette image que j'ai commencé à faire, qui permet de lier les objets de Catalan. Hop. Donc là, je vous ai fait un lien, hop, permettant de passer d'une triangulation vers... je vais essayer de le... Je veux que ça fasse un beau dessin, à vrai dire, ce truc-là. Donc voilà. Alors, un beau dessin, ça serait mieux s'il n'y a pas de bug d'affichage. Sinon, ça marche moins bien, c'est sûr. Ça ne ferait pas un beau dessin. Alors, j'essaie de régler le problème vite fait. S'il veut bien, voilà. Allez, on revient. Voilà, parfait. Alors, essayons de compléter cette image. J'aimerais ajouter maintenant les chemins de digue dans cette image. Et comment je peux lier ça à un chemin de digue? Eh bien, la réponse rigolote, c'est que vous pouvez vous amuser à lire votre arbre binaire en profondeur. Alors, je m'explique. On va lire l'arbre en profondeur. Ce que je vais faire exactement, c'est essentiellement, donc je crois que la bijection qui marche, il y en a peut-être plusieurs hein, de bijections qui marchent, mais je pense que ce qui va compter, c'est, je vais regarder, donc une façon de lire, donc lire l'arbre en profondeur, c'est de faire la chose suivante. Vous partez de ce sommet, vous descendez toujours par le fils gauche, s'il n'y a pas de fils gauche, vous allez à droite, et puis une fois que vous êtes arrivé au bout d'un nœud où il n'y a pas de fils, vous allez remonter. Et puis là, vous regardez, est-ce que vous avez fait le tour de tous les fils? Oui, alors on remonte. Ensuite, là, est-ce que j'ai fait le tour de tous les fils? Non, je n'ai pas fait le fils droit, donc je descends. Là, il n'y a pas de fils gauche, donc je vais faire fils droit. Là, pareil. Et puis ensuite, je remonte et je reviens ici. Donc là, j'ai une espèce de sens de lecture de mon arbre. Donc c'est lecture en profondeur. Ok, bon. Et donc, il va falloir se donner des règles, encore une fois, une convention. Donc à chaque fois que je vais aller à gauche, je vais le traduire par un pas montant dans le chemin de digue. Donc, c'est-à-dire que dans mon chemin de digue, je vais avoir un pas qui va comme ça. Et à chaque fois que je vais suivre
Alors, je réfléchis si c'est bien comme ça que je veux le faire. Non, c'est à chaque fois que je descends. Je pense que c'est plutôt ça. C'est à chaque fois que je descends. Ouais, c'est plutôt ça, je pense. À chaque fois que je descends, je monte dans le chemin de Dick. Et à chaque fois que je monte, je descends. C'est plutôt ça. Ouais, donc c'est un jeu de descente-montée. Donc je pense que c'est plutôt ça. Donc si à chaque fois que je descends, j'ai ça. Et à chaque fois, et encore une fois, je me suis planté sur la couleur. J'aimerais bien garder les couleurs. Là. Et à chaque fois, il y a à chaque fois que, peu importe si c'est un fils gauche ou fils droit au final, et à chaque fois que je monte, là je fais des dessins avec fils gauche, fils droit, eh bien je me dois de dessiner un pas, hop, je me dois de dessiner un pas qui, cette fois-ci, descend. Et donc maintenant, bah, si je fais un exemple de dessin qui marche, eh bien, le dessin qui va correspondre à ma lecture en profondeur de mon arbre, ça va être la chose suivante. Je suis parti de 0, 0, je descends, donc là je descends, je vais peut-être surligner au-dessus, comme ça vous voyez mon parcours. Donc je descends ici, donc ça veut dire qu'il faut que je monte dans mon chemin de Dick. Après je descends encore, donc ça veut dire qu'il faut que je monte. Ensuite je descends encore, donc ça veut dire qu'il faut que je monte. Là je monte, c'est ça, donc là ça veut dire qu'il faut que je descende. Ensuite, je descends une fois. Donc, je descends une fois, je descends, je dois monter ici. Je redescends une nouvelle fois. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je monte. Et après, je monte, je monte, je monte. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je suis en train de me poser la question. Donc, je monte, je monte, je monte. Est-ce que j'ai fait une bêtise dans ma lecture du graphe? Peut-être que oui. Peut-être que j'avais raison au premier abord que ça dépendait de gauche-droite. Mais je pense que ça dépend pas de gauche-droite normalement parce que... Ah non, mais je suis... Ok, j'ai compris, je suis bête. Je suis monté 2 fois. Ok, je l'ai loupé, je suis monté 2 fois, excusez-moi. Ça y est, je viens de voir l'erreur. Ok. Je suis monté 2 fois. Il y a un moment, je suis monté 2 fois. Je crois que c'est ça. Il y a un moment, je suis monté 2 fois. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, je suis monté 2 fois en fait. Il y a un moment, là, le moment ici, j'ai pas fait gaffe, mais je suis monté 2 fois et j'ai oublié de le surligner. On le voit d'ailleurs que j'ai oublié de le surligner. J'ai oublié de le surligner sur cette montée-là. Donc voilà, ça y est, ouf. Donc j'ai bien un chemin de Dick là de longueur 8. Et donc bah, c'est gagné. Voilà la bijection, comment elle marche. Vous avez la bijection qui permet de lier l'arbre binaire au chemin de Dick. Voilà, c'est assez rigolo comme truc. Après, vous pouvez alors, je vous laisse ça juste pour vous amuser. Vous pouvez vous poser la question, mais ok, comment je fais pour avoir, à partir de ça, comment je fais pour avoir la triangulation? Et bien là, je vous laisse vous amuser à essayer de trouver un lien. C'est assez rigolo à essayer de faire. Mais voilà le joli dessin qui permet de lier les 3 objets que je vous ai introduits. Alors juste pour vous dire, il y a encore 2 types d'objets que je vais mentionner qui sont aussi liés à Catalan. Et après, bah, on va faire la formule d'énumération. On va démontrer la formule d'énumération par la méthode symbolique. Donc 2 autres familles qui peuvent être mentionnées, qui sont importantes, c'est d'une, les expressions bien parenthésées. Alors, qu'est-ce que j'entends par expression bien parenthésée? Imaginez, vous avez... donc, expression bien parenthésée. Imaginez, vous avez une expression qui n'est fait que de somme de n variables. Donc là, je dirais, par exemple, j'ai A plus B plus C plus D. Peut-être A plus B plus C, c'est déjà pas mal. Et en fait, bah, j'aimerais me poser la question, où est-ce que je dois placer mes parenthèses? J'ai le droit de placer 3 parenthèses au plus. Et où est-ce que j'ai le droit de placer ces 3 parenthèses, parenthèses ouvertes et parenthèses fermées. Mais ce qui est très important, c'est que si j'ouvre une parenthèse, je dois la fermer au même niveau de profondeur.
C'est ça qu'on appelle bien parenthésé. Et donc là, par exemple, un bon parenthésage, ça pourrait être le suivant. Ouais, par exemple. Voilà. Donc voilà un exemple d'un bon parenthésage de l'expression ici avec 3 termes. Et donc, en fait, finalement, le bon parenthésage, je peux juste retenir les parenthèses dans lesquelles... D'ailleurs, j'ai fait une bêtise parce que j'ai oublié une parenthèse, je crois. Donc, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, j'ai ça. Ensuite, j'ai... Ah non, j'ai pas oublié de parenthèse, je suis bête. Je suis juste bête. Donc, on en a 2 comme ça, et puis ensuite, on en a un comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une expression bien parenthésée. Et donc, les expressions bien parenthésées sont aussi liées au chemin de Dick, car en effet, à chaque fois que j'ouvre une parenthèse, ça peut se voir comme à chaque fois je monte. Puis, à chaque fois que je ferme une parenthèse, je descends. Donc, voilà le chemin de Dick qui pourrait être associé à cette expression bien parenthésée. Et une autre famille tout aussi intéressante, c'est la famille des partitions non croisées. Mais vraiment, il y en a énormément des objets qui sont comptés par Catalan. C'est ça qui est fou. C'est fou de voir à quel point c'est ce nombre-là, où les objets que ça dénombre, sont au cœur de beaucoup de points importants des mathématiques. Donc partitions non croisées. Et les partitions non croisées sont directement liées à l'étude des groupes symétriques, hein, juste pour le dire au passage. Donc, bien parenthésé, c'est lié à des histoires aussi de polyèdres et des trucs comme ça. Ça fait appel à ce qu'on appelle l'associaèdre, notamment. Chemin de Dick, bon, c'est un peu moins... ouais, ça peut être lié à certaines choses, mais je vais peut-être pas le dire. C'est lié à des trucs d'algèbre, par exemple. Les arbres, c'est en informatique, par exemple. Les triangulations, bien sûr, ça apparaît dans pas mal de trucs de mathématiques, algébriques, géométriques, topologie, etc. Il y a plein de trucs de ce genre-là. Bref, qu'est-ce qu'une partition non croisée? Eh bien, une partition non croisée, je vais vous donner un exemple. Tac, tac, tac. Je vais faire sur un octogone. Ah, purée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une partition non croisée. Purée, 5, 6, 7. Je vais arriver. C'est tout simplement un découpage de votre polygone en d'autres polygones, faisant intervenir les diagonales de votre polygone. Je vais peut-être décaler juste un peu l'octogone pour que vous le voyez en entier. En polygones, de façon à ce que ces polygones ne s'intersectent pas en leur intérieur. Alors je vais faire d'abord un exemple, puis ensuite je vais faire un non-exemple. Donc un exemple qui peut marcher, ça pourrait être... alors essayons de faire un exemple pas trop trivial. Ça pourrait être, par exemple, ça. Voilà, et puis pourquoi pas ces deux-là, voilà. Donc voilà un exemple de partition non croisée. Donc aucun des polygones que j'ai dessinés à partir des diagonales que j'ai choisies ne s'intersectent. Donc c'est ça, être non croisé. Et un exemple de partition qui est croisée, juste pour en dessiner un, histoire que ce soit plus clair, ce qu'on attend. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Un exemple qui pourrait être croisé, ça pourrait être 2 triangles. Alors disons un truc du genre, j'ai ça. Et puis par exemple, allez, disons ça. Même le carré, c'est pas trop mal en vrai. Enfin, le rectangle qui est ici, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ça, cet exemple-là, c'est pas un exemple de partition non croisée. Tandis que l'autre, c'est un exemple de partition non croisée. Et bon, là, je vais pas le faire, hein, juste question de temps, mais vous pouvez vous poser la question, quel est le lien entre les partitions non croisées, comment vous pouvez construire une bijection entre les partitions non croisées et l'un des objets que j'ai présenté plus haut, donc c'est-à-dire les expressions bien parenthésées, les chemins de Dick, etc. Vous pouvez vous amuser à essayer de trouver ça. Je pense que c'est assez rigolo à faire. Pas évident, mais assez rigolo à faire. Bref, rentrons maintenant sur l'expression de Catalan. Hein. Je pense que je vous ai fait assez languir comme ça. Il y a vraiment énormément d'objets, mais j'ai pas le temps bien sûr de tous les énumérer. Ça prendrait énormément de temps. Je peux pas. Et puis en plus, donner des motivations derrière tous ces objets, ça prend aussi beaucoup de temps.
Donc voilà, je vais plutôt passer directement vers l'expression explicite des nombres de Catalan. Et pour donner une expression explicite des nombres de Catalan, eh bien, on va établir une relation. On va repartir des triangulations et on va se poser la question comment je construis une triangulation. Et si on se pose un petit peu la question, on peut se dire, bah, ok, je peux partir de rien. Donc, je vais juste écrire la question que je viens de poser. Comment construire une triangulation? Alors, pour construire une triangulation, soit on peut dire, bah, on n'a rien. C'est pas interdit de se dire, bah, ok, on n'a rien. Ça peut être un cas où on n'a pas de polygone de trois côtés, enfin, qu'on n'a pas de polygone avec au moins trois côtés. On pourrait imaginer qu'on a juste un segment. Hein, donc si on a juste un segment qui est un exemple de digone, si on veut, eh bien ça, on pourrait dire il n'y a pas de triangulation possible à faire, donc bah, je fais rien, tout simplement. Donc je peux très bien avoir un truc comme ça. Ça peut être une possibilité. Ou alors, eh bien, je peux décider du premier triangle qui est lié à mon côté marqué. Donc je pourrais très bien dire voilà le premier triangle que je considère. Alors attends, je vais y arriver. Voilà le premier triangle que je considère dans mon polygone. Et après, bah, j'ai le choix. Je peux très bien dire, ok, ici je vais construire, hop, ici je vais construire un polygone, et ici je vais en construire un deuxième. Et quand je dis polygone, c'est plutôt une triangulation du polygone qui me reste. Donc là, il faut imaginer, j'ai 1, 2, et puis ici j'ai choisi le sommet I. Bon bah là, mon polygone, il faut se poser la question combien il y a de côtés dans ce polygone. I-1, non? Je crois que c'est ça. Donc je crois que je dois avoir I-1 ici côté. Et après, ça dépend. La convention générale, c'est de s'arrêter ici à n plus 2. Parce que vous allez voir que c'est lié à n plus 2 gaunes pour pouvoir faire la formule correcte. Donc si je prends des n plus 2 gaunes, et c'est pour ça que j'ai commencé à 3 d'ailleurs, hein, c'est un peu lié à ça. Donc si je prends des n plus 2 gaunes, eh bien je vais avoir ici normalement n-i si je ne dis pas de bêtises. On devrait avoir n-i côté de ce côté-là. Voilà. Bon, après, je peux très bien ne pas prendre en compte le nombre de côtés qu'on a dans les polygones. De toute façon, l'idée générale que je veux donner ici, c'est juste, si je veux construire une triangulation, peu importe à quoi ressemble le polygone, si je veux construire une triangulation, je dis soit bah, j'avais déjà un truc correct, j'avais déjà juste par exemple une diagonale et je m'arrête là, c'est tout, je fais rien de plus. Ok. Soit je prends un triangle et à partir de ce triangle, je vais y accoler deux polygones. Et donc, bah, il se trouve que ça va donner une relation sur la fonction génératrice des nombres de Catalan. Donc, si je considère Cn le nème nombre de Catalan, qui est ici le nombre de triangulations d'un polygone à n plus 2 côtés, eh bien, il se trouve que je vais avoir la relation suivante pour la série. Donc, si j'écris C de x égale somme pour n allant de 0 à l'infini de Cn x puissance n. Et sachez que c'est vraiment l'approche qui a été utilisée historiquement pour déterminer l'expression explicite des nombres de Catalan. Vraiment, c'est comme ça que ça a été fait. Et donc, bah, la relation qu'on obtient, c'est la relation suivante. On obtient que C de x, c'est égal à 1 plus x fois C de x, le tout au carré. Et ça, c'est la méthode symbolique qui permet de l'obtenir. Alors, si vous n'êtes pas fervent de la méthode symbolique, vous pouvez quand même constater que grâce à ce que je viens d'expliquer ici, vous avez une relation de récurrence. La relation de récurrence vous dit, eh bien, Cn, je vais tenter de l'écrire quelque part. Mince. Je vais tenter de l'écrire quelque part. Ce que je viens d'établir, c'est que Cn,
c'est égal à 1. Est-ce que je dis des bêtises? C'est possible qu'il y avait un n-1, je suis en train de me poser la question. Non? Non, peut-être pas. Bon, bref. Donc Cn plus... Je suis en train de me poser la question si j'ai pas fait une petite bêtise. Peut-être que je dois commencer à n plus 3 pour que la formule soit correcte. Comme ça, j'ai Cn plus 1 qui doit être égal à la somme des Cn moins i fois Ci moins 1 pour i allant de 1 à n. Normalement, c'est pour i allant de... Oui, c'est ça, pour i allant de 1 à n. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais checker, mais normalement, c'est la relation qu'on devrait trouver. Faut peut-être voir ça comme i plus 3 ou i plus 2, peut-être i plus 3. C'est peut-être ça, j'imagine. Donc on devrait avoir i plus 3 peut-être, et du coup on va avoir ci ici, et n-i de l'autre côté. Bon, et je dois avoir une somme qui part de 0. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une relation de récurrence qu'on peut établir ici, et avec cette relation de récurrence, bah, on peut établir la formule que je viens d'écrire. Hein. Tout bonnement, hein. On peut l'établir. Quitte à considérer x ici pour l'instant comme une variable formelle, d'accord, sans forcément avoir la possibilité de majorer par quelque chose qui fasse en sorte que la série converge. Hein, si à tout hasard, bah, ça n'arrive pas, eh bien, on peut quand même faire en sorte que cette expression soit retrouvée. Bref. Oui, donc on en est à cette équation, et cette équation, bah, on peut la résoudre. Hein, c'est une équation polynomiale du second degré en C de x, tout simplement. Donc on a C de x au carré fois x moins C de x moins 1, plus 1 d'ailleurs, plus 1 qui est égal à 0. Donc là, on fait le truc classique, delta, hein, bien sûr. Donc delta, ça doit être égal à moins 1 au carré, donc 1. Et du coup, on va avoir moins 4 fois x fois 1. Donc on se retrouve avec ça. Très bien. On remarquera que ce delta est positif si x est plus petit que 1 quart. Hein, donc on pourra constater que x plus petit qu'un quart semble être un bon choix si on veut pouvoir faire une résolution éventuelle dans les réels, ou en tout cas dans un sens où c de x a la possibilité d'être bien défini. Et une fois qu'on en est là, bah, ça veut dire que c de x est égal à, et là on applique la formule habituelle, donc moins b, plus ou moins, donc là a priori j'ai deux choix, plus ou moins racine de 1 moins 4x divisé par 2x. Alors, ce que vous pouvez constater tout de suite, c'est que vous devez avoir C de 0 qui est égal à C0 qui est égal à 1, et ça va vous imposer le signe, puisque vous pourrez constater que pour l'une des deux expressions, si je remplace x par 0, je ne peux pas la calculer, notamment si je remplace par plus, donc plus, pas possible. Parce que si j'avais mis un plus, vous remarquerez que je me retrouverais avec 2 divisé par 2 fois 0, donc ça pose problème. Donc c'est pas un plus, c'est un moins. La réponse est donc un moins. C de x égale 1 moins racine de 1 moins 4x sur 2x. Et maintenant que j'ai trouvé une fonction, eh bien, qu'est-ce qu'on fait généralement pour déterminer les coefficients, enfin pour déterminer pardon, les valeurs les coefficients de ma série? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant développer en série entière la fonction que j'ai sous mes yeux. Et pour la développer en série entière, eh bien, j'utilise les formules de série de Taylor, par exemple, en constatant par exemple que racine de 1 moins x, je vais commencer par ça, racine de 1 moins x, alors je vois que j'ai un nouveau bug d'affichage, je vais me permettre de régler ça vite fait. Paf. Tac. Voilà. C'est bon. Donc racine de 1 moins x, donc c'est 1 moins x à la puissance 1 demi. J'ai oublié de lancer le crayon. Donc c'est x puissance à 1 demi, enfin 1 moins x à la puissance 1 demi. Et du coup, si je fais pas de bêtises, ben je vais avoir 1. Et après, je vais me retrouver avec la somme pour n allant de 0. Je mets le 1 à part exprès pour qu'on puisse voir ce qui va se passer en simplifiant. Somme pour n allant de 1 à l'infini. De quoi? Eh bien de moins 1. Donc là, il va y avoir un moins 1 puissance n, x puissance n, j'imagine. Je vais peut-être mettre un moins avant, comme ça je ne suis pas embêté.
Parce que là, je suis en train de me dire que le moins 1 puissance n va m'embêter plus qu'autre chose, donc je vais pas mettre le moins 1 puissance n. Parce qu'il ne va pas y avoir de moins 1 puissance n finalement. Pensez à la formule de Taylor, encore une fois, vous allez dériver à plusieurs fois, plusieurs reprises, et vous allez calculer en x égale 0, c'est tout ce qu'il faut faire. Et en faisant ça ici, bah là, vous pouvez utiliser la formule générale 1 moins x à la puissance alpha, ça marche aussi. Donc ça va donner normalement 1 demi, 1 demi fois moins... c'est là normalement que le moins 1 puissance n est simplifié, donc c'est ça. Je simplifie le moins 1 puissance n par la même occasion, donc je vais me retrouver avec juste 1 demi fois 1 demi fois 3 demi fois plap 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 jusqu'à je dois m'arrêter à quoi? Je dois m'arrêter à grande question existentielle, 2n-1? Je pense 2n-1. Ça doit être, voire même peut-être 2n-3 d'ailleurs, parce que là j'ai commencé à n égale 1. Donc si je commence à n égale 0, j'imagine que je vais faire ça. Ça sera beaucoup mieux. Donc si je commence à n égale 0, ici je mets moins 1. Et ici je vais mettre le 1 demi peut-être en facteur ici. Comme ça sera un tout petit peu plus clair. Donc je me retrouve avec ça divisé par bien sûr le fameux factoriel qu'on n'oublie pas. Ici ça va être factoriel. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis n-1, c'est ici n plus 1. Voilà, en espérant ne pas avoir fait de bêtises. Donc on se retrouve avec ça, on va voir si j'ai fait des bêtises, parce qu'à la fin je dois trouver une expression que je connais bien. Donc bah, si je trouve cette expression, ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises. Si je la trouve pas, c'est que j'ai dû faire une erreur. Donc une fois que j'en suis arrivé là, bah, j'ai envie de remplacer x par 4, donc je vais remplacer par 4. Je me retrouve alors avec un 4 puissance n plus 1 qui va popper dans ma formule. Très bien. Et puis ensuite, bah, il faut que je fasse les opérations demandées. Donc du coup, je vais avoir 1 moins racine de 1 moins 4x divisé par 2x. Ok, et donc ça me donne quoi? Eh bien ça me donne... Alors c'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais si je calcule le produit des impairs, des nombres impairs, donc 1 fois... Donc le produit des nombres impairs, ça c'est un truc classique aussi. Donc i allant de 1, j'imagine, jusqu'à n. Bon bah ça va être égal à quoi? Ça va être égal à... Ah, faut pas faire de bêtises, hein. Donc ça va être égal à quoi? À 2n factoriel. Donc c'est-à-dire que je fais le produit de tout le monde, mais je divise par les nombres pairs. Les nombres pairs, c'est 2 fois n. Je vais avoir donc un 2 puissance n qui va traîner en bas. Et je vais avoir un n factoriel, voilà, c'est ça. Bon, ça m'a l'air plutôt bien parti pour avoir la bonne formule. Donc ça, j'ai ça. Et puis on constatera certaines simplifications. Donc c'est-à-dire tous les divisés par 2 vont se simplifier avec le 4 puissance n plus 1. Donc je devrais avoir, si je ne fais pas de bêtises... Je devrais avoir un quart fois la somme pour n allant de 0 à l'infini de 2n factoriel sur n plus 1 factoriel fois n factoriel. Donc j'ai pas fait de bêtises. Le 4 puissance n se simplifie, comme j'ai dit, avec le 2 puissance n qui est ici, et tous les divisés par 2 qui sont ici, qui sont au nombre de n. Donc ça dégage. Je me retrouve juste avec un fois 4 et un fois et le x puissance n plus 1 qui devient juste x puissance n. Je me retrouve avec ça. Le 4 se simplifie et j'ai donc terminé. Ça veut dire que le nombre de Catalans est bien égal. Donc là, on a trouvé la bonne expression, donc je n'ai pas fait d'erreur. Divisé par n plus 1. Enfin, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Je trouve ça. Et ça, bah, c'est exactement le nombre de Catalans. Là, et en fait, on peut le réécrire avec un coefficient binomial. Ça fait 1 sur n plus 1 fois n parmi 2n. Et voilà donc l'expression explicite des nombres de Catalans. Vous pouvez vous amuser à vérifier que ça marche bien. Donc si je prends C0, C0 ça fait 1, C1, donc là ça fait 1 parmi 2, mais je dois diviser par 2, bah ça va faire 1. C2, donc si je m'amuse à faire 1 sur 3, donc là j'ai 1 sur 3, et là j'ai 2 parmi 4. Donc 2 parmi 4 ça fait 6, 6 divisé par 3 ça fait bien 2. Et donc on retrouve les premières valeurs, hein, donc vous pouvez vous amuser à vérifier les autres valeurs.
si bon vous semble. Bon, à vrai dire, j'ai terminé, hein, donc je pense que j'ai pas besoin d'écrire davantage. Je pense avoir terminé pour aujourd'hui notre petit tour à Catalande. Voilà, donc il y a vraiment plein de trucs qu'on pourrait raconter sur les nombres de Catalans. Vraiment, là, je vous ai fait, disons, un minimum, une découverte. Donc c'est pour ça que j'appelle ce stream bienvenue à Catalan, parce que l'idée c'est vraiment de vous montrer que Catalan est partout, d'une certaine manière, et qu'il y a énormément d'objets qui sont comptés par ces nombres, et que ces nombres sont vraiment essentiels pour plein de choses. Je vais faire une petite ouverture pour dire que ces nombres-là apparaissent aussi dans notamment un truc en plus, très bientôt, donc au prochain épisode d'un truc en plus, eh bien, on verra l'apparition des nombres de Catalan. Puisque en effet, une méthode de résolution dont j'avais pu parler à la fin de l'épisode d'un truc en plus d'aujourd'hui d'ailleurs, qui est sorti aujourd'hui, j'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu, eh bien j'ai mentionné le fait qu'on pouvait utiliser des séries entières pour résoudre des équations polynomiales, pardon, et ces séries entières dépendent des coefficients du polynôme. Eh bien, de manière très très étonnante, en effet, on peut faire apparaître du catalan, voilà, des nombres de catalan dans les expressions de nos séries entières. Donc tout ça pour vous dire que voilà, Catalan est vraiment partout. C'est un peu la philosophie de cet épisode-là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que à l'avenir, suite à cette vidéo, suivant les problèmes d'énumération auxquels vous serez confrontés, eh bien, parfois vous vous direz c'est peut-être du catalan ça. Et si vous vous dites ça, eh bien, vous devenez petit à petit un combinatoricien. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à faire de l'énumération et qu'on voit des nombres justement du type 1, 1, 2, 5, 14, pardon, donc 2, 5, 14, 42, dès qu'on voit ces premiers nombres apparaître dans nos problèmes d'énumération, tout de suite on se dit il y a de fortes chances que ce soit catalan. Et c'est vrai que souvent ça arrive que ce soit bien le cas. Bon, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent que ce soit le cas. Et j'espère aussi, parce que je vous ai introduit l'outil, même si je l'avais déjà fait avant, mais c'est pas grave, je le redis, cet outil d'encyclopédie en ligne. J'espère que ça aussi, ça peut être un bon réflexe que vous pouvez avoir si à tout hasard vous avez des objets que vous cherchez à compter. Peut-être que ces objets-là sont liés à des objets qui sont déjà connus. Et un truc que vous pouvez faire, c'est au lieu de chercher à énumérer directement vos objets, c'est d'essayer de construire une bijection avec une autre famille d'objets. Exactement comme je l'ai fait au tout début, enfin quasiment tout du long avant de donner l'expression de Catalan. Essayez de faire des liens entre les objets pour montrer qu'en fait ces objets-là sont énumérés par la même chose. Donc là, les triangulations sont énumérées par la même chose que les arbres binaires, qui sont énumérés par la même chose que les chemins de Dick, qui sont énumérés par la même chose que les expressions bien parenthésées, qui sont énumérées par la même chose que les partitions non croisées. Bref, sans forcément être capable de donner une raison, une raison peut-être par récurrence ou des choses comme ça, une expression qui permet de lier selon n, peut-être le n étant un paramètre dans votre affaire, vous pouvez tout simplement chercher à faire une construction vers une autre famille d'objets dont on sait déjà l'énumération. Et si vous êtes capable de faire ça, à la fin, vous avez répondu à votre question. Vous avez réussi à énumérer vos objets, puisque ces objets sont énumérés par une autre même famille. Il y a un autre truc que je n'ai pas raconté, mais je vais peut-être le mentionner rapidement. J'ai parlé du flip pour les triangulations. Il se trouve qu'il y a des opérations que vous pouvez faire aussi pour les autres objets qui sont apparentés à cette histoire de flip. Par exemple, ici, pour les arbres, eh bien, il y a une opération qui permet de changer un fils gauche en un fils droit. Voilà, l'idée de changer un fils gauche en un fils droit, c'est l'équivalent du flip pour les triangulations. Pour les chemins de Dick, c'est un tout petit peu plus compliqué et un tout petit peu plus subtil, mais il y a aussi une opération qui s'apparente à faire un flip dans la triangulation. Et c'est exactement la même chose aussi pour les expressions bien parenthésées. Vous pouvez faire des flips dans les expressions bien parenthésées, j'essaie de les retrouver, voilà, dans les expressions bien parenthésées qui vous permettent de passer d'une expression à une autre. Donc vraiment, il y a plein de trucs comme ça, des opérations internes aux objets qui sont du coup hérités par des opérations qui sont assez simples à comprendre dans d'autres configurations. Et pareil, même genre de philosophie, si vous avez des objets à énumérer, vous pouvez vous poser la question quel genre d'opération vous pouvez vous amuser à faire sur ces objets pour conserver déjà l'ensemble d'objets que vous considérez. Et également, vous posez la question, est-ce que ce genre d'opération aurait un sens selon peut-être le type de bijection que vous voulez construire?
Vraiment, il y a plein de questions comme ça, un peu plus structurelles que vous pouvez vous poser sur l'ensemble d'objets que vous voulez compter. Et en essayant de répondre à ces questions-là, ça peut vous permettre plus facilement d'énumérer ou de mieux comprendre vos objets. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est le beau moment pour s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé de vous parler de ça. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est de la combinatoire, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Donc, d'autant plus que ça me tient à cœur et de vous embarquer sur cette histoire de catalan, je pense que c'est vraiment un pas supplémentaire pour vous embrigader et vous amener à faire de la combinatoire. Donc, j'espère que ça aussi, ça vous aura plu de chercher à numérer ces objets. Bon, on va changer de scène. Alors, tac, attention, waouh, changement, quelle transition incroyable. Quelle transition incroyable. Bref, voilà, écoutez, je pense que c'est le bon moment pour se quitter. Euh, Est-ce que je donne... ouais, je vais peut-être donner une petite info. Si vous vous inquiétez par rapport à la vidéo de Montréal, ou peut-être pas que vous en inquiétez, c'est pas grave, elle sortira bien le jour prévu, à l'heure prévue. Tout va super bien. J'ai quasiment fini tout ce que j'avais à faire. J'ai effectué 2-3 petits ajouts au fur et à mesure du montage qui me paraissaient pertinents. Et je pense que là, on est arrivé vraiment à peu de choses près à la version finale. Et il y a de fortes chances que je commence à faire des tests sur YouTube d'ici demain, voire même peut-être ce soir, on verra. Mais d'ici demain pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème autre, du style droit d'auteur, des choses comme ça, parce que bon, ça peut être embêtant vis-à-vis des arrangements musicaux, par exemple, ou des trucs comme ça, mais bref, ou même des images, hein, parfois, ça peut aussi poser problème. Donc il faut que je teste un petit peu ça, mais une fois ça testé, je pense que tout ira pour le mieux et que la vidéo sortira à point nommé, pardon, donc c'est-à-dire exactement à la date donnée par la bande-annonce il y a quelques temps de cela. Voilà, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle que je suis content de vous partager. Écoutez, ouais, voilà, c'est bon, c'est le bon moment pour se quitter. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne suite de soirée, une bonne semaine, tout ça, tout ça. Pour le prochain stream, on se retrouve le samedi prochain, même heure, donc 18h30. Je ne sais pas encore de quoi il s'agira. Probablement une colle du soir. Ça me paraît un peu logique d'essayer d'alterner entre Parlons Maths et colle du soir. On verra bien. Voilà. Donc je vous retrouve très bientôt, sinon sur YouTube, pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien donc, et à très 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 bientôt. Bon, il me restera à faire une scène de fin. Je n'ai pas encore fait de scène de fin. Il faudra que je fasse une scène de fin. Mais je suis content. Il y a de l'évolution là.